Si tu penses que c'est pas possible de voler en wingfoil dans 6 à 8 nœuds de vent, alors dans la suite de la vidéo, non seulement tu risques d'être surpris, mais en plus, je vais te partager les dernières tendances matos pour voler encore plus tôt, ainsi que mes astuces techniques et réglages pour repousser la barrière du vent léger en wingfoil. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone, la chaîne des tutos, des tests matos et des analyses sur les water sports. Aujourd'hui, on va parler de navigation en wingfoil dans le vent ultra léger. Voilà encore un domaine dans lequel le wingfoil ne semblait pas prédestiné et dans lequel il nous étonne. Je vais même vous dire qu'il m'étonne à un point que j'aurais même pas soupçonné. Avant de vous détailler les dernières évolutions matos et de vous partager les dernières petites astuces et réglages pour voler encore plus tôt et tout simplement naviguer plus, je voulais aussi vous parler rapidement d'un site internet bien pratique lancé par mon pote Gilles. Wing Trip Adéquat, c'est un site spécialisé dans les voyages et stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. Perso, j'aime bien le concept d'être mis en relation avec les locaux et je vous glisse donc le lien de ce super site ici et en description pour vous permettre de le découvrir. Allez, ça c'est fait, on repasse donc au sujet principal. Pour le Lightwind, je ne veux pas trop revenir sur les détails techniques pour voler plus tôt, je les avais déjà bien détaillés sur la fin de cette vidéo l'an dernier, je vous invite à la voir et notamment la partie finale. Le lien est donc ici et en description de la vidéo ci-dessous. Le sujet aujourd'hui c'est plutôt qu'est-ce qui a évolué depuis l'an dernier et qui permet de gagner encore quelques petits nœuds dans le vent léger et donc de naviguer encore plus. Donc qu'est-ce qui a évolué? A priori un peu tout. Même si mes conseils de l'an dernier ne sont pas périmés, wing, planche, foil ont clairement évolué ensemble pour permettre de mieux exploiter le tout petit temps, mais on a aussi appris pas mal de trucs sur les réglages pour bien optimiser le potentiel du matos et gratter des petits nœuds au démarrage. Dans la suite de la vidéo, je vous propose de prendre ces éléments point par point, puis de finir en fait sur les réglages. Il y a quelques détails qui devraient vous intéresser. D'abord, les wings. Donc, il y a 2 ans, je pensais que les grandes wings de 7 ou 8 mètres, c'était pas utile. À l'époque, sans doute qu'elles n'étaient pas vraiment au point non plus et on n'avait pas les foils qui leur correspondaient. Ils ne glissaient pas encore assez pour justifier ce genre de surface. Et voilà, depuis l'an dernier, non seulement on a les foils qui glissent et qui portent, on a les planches pour favoriser tout ça, je vous détaillerai ça d'ailleurs par la suite, mais en plus, les wings de petit temps ont nettement progressé et notamment à travers le concept des ailes de grande surface avec des lattes additionnelles et une envergure contenue initialement développée sur la célèbre CWC. Désormais, plusieurs marques ont adopté ce concept et j'ai par exemple dernièrement beaucoup utilisé la toute dernière Ventis de chez Duotone que vous voyez sur les images. Donc la Ventis arrive donc chez Duotone sur ce concept avec son profil profond et son split tendu comme un tambour. Elle propose un niveau de puissance, de rigidité, d'efficacité et de tenue jamais vu jusque-là. À ce jour, c'est la wing avec laquelle je pars le plus tôt au planning et qui propose le meilleur contrôle quand ça monte avec des perfs bluffantes en vol. Ça tracte vraiment fort et je pense que les gros gabarits ne seront pas déçus. De plus, avec ses poignées rigides, la Ventis offre un contrôle idéal de la position de l'aile dans les manœuvres où elle bascule du reste très bien. Et cette manipulation de la wing dans les manœuvres, c'est quand même un enjeu important sur une wing de cette taille, forcément un peu encombrante dans les bras. Mais bon voilà, il y a l'encombrement, mais bon, il n'y a pas de miracle non plus, il faut savoir ce qu'on veut, si c'est la puissance ou la maniabilité. Une autre spécificité d'une grande wing comme la Ventis, avec son énorme diamètre de bord d'attaque, c'est le volume d'air et le temps de gonflage nécessaire pour la mettre en œuvre. Pour ça, il existe une solution de flemmard, je vous l'accorde, c'est le gonfleur électrique. J'en ai testé un qui fonctionne super bien sur batterie rechargeable. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je mets ma wing à gonfler pendant que je prépare mon foil et que je me change. Et en fait, la wing, elle se gonfle toute seule et c'est quand même vachement bien pratique. Le nom du produit, c'est le Airbank Puffer Pro. Je vous mets les infos et le lien en description aussi ci-dessous. Au niveau surface, 7-8 mètres carrés, ça dépendra de votre gabarit et de l'aile que vous avez en dessous sur votre foil. Dans ce genre de grande taille, en 7 ou 8 environ, c'est bien de ne pas dépasser 2 mètres d'écart avec la wing que vous avez en fait en dessous. Moi, avec mes 80 kg, je ressens pas vraiment le besoin de plus de 7 mètres carrés et en fait, je passe ensuite directement en 5 mètres. Je détaillais ça dans la vidéo ci-dessus et ça n'a pas changé depuis. Ce qui a changé en revanche, c'est que les ailes sont mieux, plus rigides, plus stables, moins de déformation, encore plus puissantes, mais plus de tenue aussi, comme avec la Ventis dont je viens de faire la description. Donc une aile de ce genre, c'est une aide indéniable pour partir plus tôt.
Mais pour repousser vraiment les limites de la pétole, il faut accorder son foil et sa planche avec le moteur qui est l'aile. Donc je le disais, si on parle de foil, les grandes ailes, les grandes wings, ça va avec un foil adapté. Parce qu'une 7 ou une 8 sur un foil épais, avec un petit ou un moyen allongement, qui ne glisse pas trop, etc. En fait, la plage d'utilisation, elle est vraiment très réduite. Donc l'idéal avec ce genre d'aile et de planche, c'est un foil avec un aspect ratio élevé, autour de 8-9, voire un petit peu plus, avec une surface modérée à haute et une envergure de 110 cm ou plus, selon le gabarit et l'objectif. Moi, avec mes 78-80 kg, en 1300, 1400 et 110 d'envergure, le compromis est pas mal pour allier glisse et portance, comme en subfoil downwind au final. Mais après, c'est aussi une histoire de préférence et de gabarit. Un gars de 95 kg partira sans doute plutôt sur un 1600 et un gabarit de 65 kg devrait être bien avec une 1200. En fait, ça c'est vraiment le gabarit de chacun. Pour repousser au max les limites, on peut aussi aller sur des foils hyper extrêmes avec des envergures de ouf. On en a vu qui sont arrivés sur le marché. Alors c'est sûr que ça peut aider à prendre le vol. Mais ensuite, c'est peut-être pas non plus le plus fun à naviguer une fois qu'on vole et non plus le plus manœuvrable parce que ça compte toujours aussi. Une fois qu'on vole, on a envie quand même de pouvoir évoluer de manière sympathique et fluide. Ce qui a changé ces 2 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on cherche non seulement à voler, mais on vise aussi des performances et des sensations en vol, même dans le tout petit temps. Et ça, c'est grâce au nouveau foil qu'on peut se l'offrir en fait. On cherche à aller assez vite pour pas avoir l'aile qui tire trop dans les bras, pour bien remonter au vent, pour passer les trous d'air sur notre inertie. Et on glisse grâce à l'efficacité du foil. Parce qu'en fait, les anciens foils, plus épais, plus porteurs, qui volent à plus de basse vitesse, en fait, on se rend compte aussi qu'ils passent moins bien dans les trous d'air, parce qu'en fait, ils glissent moins, ils ont moins de ce qu'on appelle de finesse. Donc voilà, on cherche aussi à pouvoir utiliser l'efficacité du foil. Et vous remarquerez que les avions les plus efficaces sans moteur, ce sont les planeurs, donc les avions qui ont les plans porteurs avec le plus de finesse. La conséquence de ce genre de foil de plus d'1 mètre d'envergure, c'est que ça demandera plus de vitesse pour décoller, donc pour se lancer. Ensuite, en revanche, elle glissera mieux, sera plus fun, la plage d'utilisation sera plus grande, ça passera mieux dans les molles. C'est toujours est-il que la glisse au démarrage, c'est la puissance de la wing qui va vous la donner, mais aussi la planche que vous allez utiliser. Donc avant que je vous livre 2 conseils de réglage du foil qui font une différence énorme dans le light wind, parlons un peu des planches. Donc pour partir plus tôt dans le vent léger, ce que l'on va chercher au final avec la planche, c'est donc la capacité à créer du déplacement sur l'eau, donc à glisser sur l'eau avant de voler. C'est ça qui va créer de la portance sur le foil et donner aussi de l'appui dans la wing pour pouvoir exploiter conjointement le foil et la wing au pumping. Il faut quand même savoir qu'avec des foils énormes, les meilleurs gars arrivent à décoller depuis à l'arrêt, sur l'eau, sans voile et sans rame. Donc nous, avec une voile, on doit pouvoir y arriver dans un vent léger. Pour créer ce déplacement facilement, l'idée c'est donc de pousser le moins d'eau possible. Et quelles sont les planches qui glissent le mieux sur l'eau avant de se lancer? Donc ce sont d'abord des planches qui flottent, et ce sont en fait les planches de subfoil downwind. Et c'est normal parce qu'elles sont clairement faites et optimisées pour ça. Donc glisser sur l'eau, créer de la portance sur le foil pour ensuite pouvoir décoller. Donc longues et étroites, ce sont les boards qui permettent de partir le plus tôt aujourd'hui en vol, en wingfoil aussi. Et quelque part, c'est une bonne nouvelle, car pour une fois, et pourvu que ça dure, on a une planche vraiment très spécifique pour un domaine, mais qui peut servir à plusieurs pratiques, comme donc le subfoil, mais aussi le wingfoil dans le vent léger. D'ailleurs, ça peut être complémentaire, parce qu'avec une seule planche, on peut utiliser pour le vent hyper léger, et aussi pour le subfoil dans du vent plus fort. Après, chacun à sa guise, on peut aussi faire de la wing dans le vent super fort, moi j'adore ça, et ce serait dommage de s'en priver aussi avec une petite planche. Donc voilà, comme pour le subfoil downwind, on va ici chercher en wing le compromis entre une faible largeur pour déplacer le moins d'eau possible, tout en restant assez stable pour tenir debout sur la planche et pomper efficacement. La longueur de la planche aide à glisser facilement sur l'eau, mais on ne veut pas non plus un truc trop long, car en vol après ça peut gêner. La bonne nouvelle, c'est que pour trouver le bon équilibre, le foil est souvent très avancé sur ce genre de planche, donc on subit moins la longueur de ce que l'on pourrait imaginer à première vue. Donc au niveau côte, ça va tourner entre 20 et 25 pouces de large et 6,2 à 8 pieds de long selon les modèles, et donc après il y a des choix à faire en fonction des gabarits. Pour un gabarit de 80 kg comme moi, qui navigue déjà bien,
22 de large, c'est déjà pas mal, c'est pas très large, hein, je vous le dis tout de suite, mais ça permet justement de glisser très facilement pour se lancer. Donc si on est déjà à l'aise avec la stabilité, qu'on navigue déjà sur des toutes petites planches en wing et qu'on est agile, 22 de large pour un 80 kg, ça le fait à l'aise. Maintenant, comme promis, je vous partage 2 conseils de réglage pour optimiser votre décollage dans le vent léger. Ils sont valables avec les planches de subfoil downwind, comme je viens de décrire, mais aussi avec votre planche normale qui flotte. Le conseil numéro 1, c'est que le placement du foil est hyper important pour ne pas avoir à bouger les pieds entre la phase de lancement et le vol. Et surtout, en fait, l'idée c'est de traîner le moins d'eau possible quand on est en mode, entre guillemets, archimédien, donc qui flotte sur l'eau. Donc bien souvent, l'idée ce sera d'avancer suffisamment votre foil pour que votre planche soit le plus à plat possible sur l'eau lorsque vous êtes debout dessus, avec la wing dans les mains. Tout ce que vous voulez pas, c'est d'avoir une planche avec l'arrière qui s'enfonce quand vous êtes sur l'eau en phase de lancement. Dans ce cas, en fait, elle sera en train de pousser de l'eau, donc ça vous freine. Il faut une planche la plus à plat possible. Quand on veut décoller en dos soudouineux, ça fait une différence énorme parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de puissance dans la wing pour nous soulever. Donc, il faut vraiment que tout soit parfaitement réglé, parfaitement accordé, de manière à créer le déplacement et donc la potence sur le foil, etc. Je viens de l'expliquer. Deuxième conseil, qui va un peu dans le même sens, ça va être de régler le rec de son foil légèrement négatif. Le rec, c'est l'angle que l'on va donner au mât du foil par rapport à la planche. Donc si le mât du foil il donne un angle différent, l'avion aussi. En quoi est-ce que de mettre le rec légèrement négatif, est-ce que ça aide? Parce qu'en fait, au moment de décoller, forcément, la planche cabre un peu légèrement parce qu'elle est en train de monter. Donc potentiellement, à ce moment-là, elle va pousser de l'eau. Alors si on pré-règle le rec avec un léger moins, en fait, quand le foil montera, donc au moment crucial, la planche sera plus à plat sur l'eau et montera plus facilement. Par ailleurs, on a aussi remarqué que le pumping sur le foil, en fait, ça fonctionne mieux avec un rec légèrement négatif, où on arrive à obtenir plus de projection en fait, dans ces mouvements de pumping. Un dernier rappel technique. La priorité pour décoller, c'est de se concentrer à créer du déplacement sans trop forcer sur l'aile. Donc, puis une fois qu'on avance, qu'on aura déjà du déplacement, on pourra s'exciter un peu plus en mixant le pumping sur le foil et le pumping sur la wing avec un mouvement vertical sur la wing durant le pumping pour soulager le foil. Si vous arrivez à bien synchroniser vos mouvements, vous verrez, vous décollerez dans quasiment rien. Pour plus de conseils, abonne-toi ici sur YouTube mais aussi sur mon Instagram. N'hésite pas aussi à laisser un petit commentaire pour partager ton expérience ou demander des précisions. Merci de m'avoir suivi et à samedi 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye!